Welcome and greetings to our Bienvenue et salutations à nos distingués panélistes et notre public venu de toute l'Europe et du monde entier. Je m'appelle Marc Brand, je suis vice-président de la Fédération pour la paix universelle, Europe et Moyen-Orient et directeur exécutif du Conseil international au sommet pour la paix, hôte de ce webinaire. J'ai l'honneur de vous présenter ce webinaire important et son éminent modérateur, le Dr Werner Fasslabend, mais d'abord quelques explications techniques. Pour la traduction, nous aurons ce webinaire en anglais, mais il y aura une traduction disponible en russe et en français. Si vous en avez besoin, veuillez cliquer sur le globe que vous verrez en bas à droite de votre écran et choisissez le russe ou le français dans le menu qui apparaît. On fait ensuite les questions. Les questions sont bienvenues. Si vous avez des questions à poser à notre panel, veuillez les envoyer en utilisant le bouton Q et A que vous verrez en bas de vos écrans. Bien entendu, le temps consacré aux questions sera limité. Toutefois, nous essaierons d'en inclure autant que possible. Maintenant, quelques mots d'introduction à ce webinaire pour vous aider à le situer dans son véritable contexte. Les fondateurs de l'AFPU, le père et Madame Moon, ont été des personnes d'une vision et d'une préscience extraordinaire, prédisant souvent des événements mondiaux bien avant qu'ils ne se produisent. En 1985, lors d'une conférence mondiale à Genève, ils ont prédit que l'éclatement de l'Union soviétique était proche et se produirait dans les 4 à 5 ans et que nous devions nous y préparer. Il s'agissait d'un avertissement au monde pour se préparer au mieux à cette éventualité. La plupart des gens ont réagi avec scepticisme, mais cela s'est produit et dans les délais prévus. Récemment, Mme Moon a prédit que le processus de réunification de la péninsule coréenne commencerait bientôt, dès 2022, et que le monde ferait bien de s'y préparer le plus tôt possible. En 2020, pour faciliter ce processus, elle a mis en place un groupe de travail mondial composé d'experts issus de tous les domaines d'études ayant une incidence sur la manière d'y parvenir, politique, diplomatique, études stratégiques, commerce, économie, sport, art, etc. L'idée maîtresse de cette initiative est de mettre en commun la sagesse de tous ces experts et de mettre à la disposition de tous les leaders d'opinion et décideurs ayant une influence sur les affaires coréennes le plus grand nombre possible de connaissances sur la manière d'y parvenir, la manière la plus pacifique et plus durable possible dans l'intérêt de toutes les parties concernées.
À cette fin, plus de 1000 experts et chercheurs de premier plan dans les domaines de connaissances concernés ont déjà accepté des invitations à rejoindre ce projet et plus d'une centaine de webinaires comme celui-ci sur des projets liés à la réunification de la Corée ont été organisés dans le monde entier, dont plus de 30 en Europe. La conférence internationale de leadership dont ce webinaire fait partie peut être considérée comme une concentration et une intensification de ce processus. Chaque continent organise sa propre conférence à laquelle participent tous les principaux domaines couverts par la FPU, dirigeants politiques de haut niveau, parlementaires, chefs religieux, économistes et hommes d'affaires, professionnels des médias, universitaires, artistes, etc. En bref, voilà la vision et le processus de réflexion qui ont conduit au séminaire d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter le Dr. Faslabent, qui a longtemps été parlementaire dans son pays natal, l'Autriche, où il a été ministre de la Défense pendant 10 ans, puis président du Parlement autrichien, et est bien connu, respecté et apprécié dans tout le spectre politique autrichien. Il occupe actuellement le poste de directeur de l'Institut autrichien d'études européennes. Je dois ajouter qu'au cours des 15 années passées, il a été également contributeur très important et un ami et allié très apprécié de la FPU en Autriche et dans toute l'Europe. Bienvenue au Dr. Faslabent. Merci beaucoup, Mark Brand. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Mesdames et messieurs, vous devez être conscients du fait que c'est un panel extraordinaire qui consiste en deux premiers ministres anciens et des experts, un expert sur les affaires coréennes. Et je crois que c'est nécessaire parce que si vous regardez la carte, juste un coup d'œil vous montrera que c'est nécessaire de travailler avec les plus hautes capacités parce que la péninsule coréenne est située à l'épicentre de la politique mondiale. La Corée du Nord a deux grands voisins, d'un côté la Chine, de l'autre côté la Russie, et la Corée du Sud n'a que un voisin terrestre au nord, c'est la Corée du Nord, et du côté de la mer, le Japon. Et en plus de ça, on a encore des bases américaines en Corée du Sud. Et c'est vraiment le point de rencontre des intérêts des trois puissances mondiales les plus importantes. Et si on veut discuter de ce qui devrait se produire ou de ce qui est en train de se produire pour établir la paix dans cette région spécifique, il faut absolument les capacités les plus élevées. Et dans ce sens, c'est mon plaisir de dire bonjour à Yves Leterme, l'ancien Premier ministre de la Belgique. L'ancien Premier ministre de la Norvège, Magne Bondevik, Dr. Karin Knesset, ancienne ministre des Affaires étrangères d'Autriche, et puis Alexandre Zebin, un expert de la Corée, des affaires coréennes, qui vient de Russie. Donc, c'est mon plaisir maintenant de modérer ce webinaire. J'essaierai de demander à tous les participants d'être rapides. Et ma première tâche sera de présenter le premier intervenant. C'est Yves Leterme, l'ancien Premier ministre de la Belgique. Il est né en 1960. Et c'est un enfant typique de la Belgique, des questions de la Belgique. Son père était francophone et sa mère française. Et il a grandi dans cet hémisphère de deux mondes, dans un seul pays.
du point de vue de la langue. Et il a certainement fait une carrière extraordinaire. Et non seulement il a été Premier ministre de la Flandre, d'une des régions, mais il a aussi été Premier ministre de tout le pays. Et en plus de ça, il a aussi eu l'expérience non seulement des affaires étrangères, mais aussi de l'Union européenne et de l'OCDE. Et c'est le meilleur choix pour commencer. Quelle est la vision du centre de la politique européenne? Quel est le point de vue de la Belgique? Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'aimerais remercier monsieur Brown et la FPU de m'avoir ici et félicitations d'organiser ce webinaire. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les participants. Du point de vue européen, l'Union européenne, aux côtés de la communauté mondiale, à mon avis, a 3 ou 4 raisons principales pour être plus impliquée dans les efforts de la réunification et de la pacification de la péninsule coréenne. La première raison, c'est que la pacification est le meilleur moyen pour éviter le déclenchement d'une seconde guerre de Corée et aussi la montée des tensions et l'incapacité durable de la communauté internationale d'empêcher la Corée du Nord de devenir une puissance nucléaire à part entière. Et ça porte gravement atteinte à la non-prolifération dans le monde. Troisièmement, une péninsule coréenne pacifiée est essentielle pour stabiliser l'équilibre des forces dans la région. Comme vous l'avez dit, dans cette région cruciale de l'Asie et du Nord-Est. Et la quatrième raison, c'est bien sûr dans l'effort de tous les politiciens, c'est le bien-être de la population, des citoyens coréens de la péninsule coréenne, plus précisément la population de la Corée du Nord. Donc voilà 4 raisons pour lesquelles l'Union européenne doit avoir plus d'attention à la Corée du Nord. Donc, l'Union européenne et ses États membres devraient se concentrer sur 3 éléments principaux. La première, c'est la dénucléarisation et non-prolifération. Bien que nous ayons la compréhension envers Séoul qui privilégie la réunification à la dénucléarisation. Et deuxièmement, l'amélioration du développement socio-économique, le développement de la Corée du Nord et l'amélioration des droits humains de ses citoyens. Il faut bien dire que l'Union européenne et ses États membres ont été relégués au second plan dans les pourparlers à 6 et aussi dans les négociations entre Séoul et Pyongyang et entre Washington et Pyongyang. L'Union européenne n'a pas encore été impliquée ou n'a pas joué de rôle actif dans ce sens. Il y a 25 ans, il y a eu une stratégie, un document stratégique pour l'Asie. Il y avait des pas prudents de l'Union européenne de s'engager activement et de passer à un engagement plus critique quand la situation a empiré. Et depuis 2015, avec le programme de nucléarisation des missiles, et donc l'Union européenne a passé à
une politique de pression active envers le régime nord-coréen. Et l'Union européenne a été un partenaire dans la multilatéralisation de l'AKEDO, cette organisation de la dénucléarisation qui était comme un moyen de donner un contenu à des pourparlers entre l'Union européenne et la péninsule coréenne, de la Corée du Sud et du Nord. Je pense que l'Union européenne a joué jusqu'à présent un rôle secondaire dans cette question, mais dans le futur, elle pourrait jouer un rôle plus important, peut-être plus que les institutions formelles de l'Union européenne. Certains de ses États membres, par exemple, on entendra du Premier ministre de la Norvège, il y a une implication qui peut être active dans ce domaine basée sur le poids politique. Je pourrais mentionner certains de ces montres comme l'Allemagne, la Suède, la France. Donc, il est très peu probable que l'Union européenne soit dans un avenir proche un véritable partenaire aux discussions et négociations diplomatiques ou qu'elle joue un rôle de médiateur. Mais je pense que certains membres pourraient, comme par exemple la Suède, pourrait agir en tant que facilitateur et accroître son engagement actif en réponse aux marques de bonne volonté de Pyongyang, ou même, et il s'agit de la Suède et d'autres États membres de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même, d'assumer pas seulement le rôle de facilitateur, mais aussi de garant des obligations et des promesses de la communauté internationale dans le cadre des négociations et d'accords par rapport aux tensions politiques dans la péninsule. Et je pense qu'à tout moment, l'Union européenne et ses États membres devraient continuer à plaider en faveur d'une solution pacifique et avec un partenariat plus grand avec les nations de la région Pacifique comme l'Australie ou les nations asiatiques qui devraient plaider en faveur d'une solution pacifique contre toute intervention militaire, comme ce que nous avons connu durant l'ère Trump. Donc, il y a un rôle secondaire des États membres et de l'Union européenne, mais qui pourrait être plus impliqué comme facilitateur plutôt que participant actif autour de la table des négociations. C'est ma contribution à votre débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'était une bonne vision générale, hein, la relation entre l'Union européenne, ses initiatives, ses stratégies envers l'Asie et la question coréenne. Et aussi, ça nous a donné quelques propositions concrètes de ce qui peut être fait, qui pourrait être fait pour se rapprocher d'une solution. Je ne veux pas vous poser une question immédiatement, mais je vais passer à notre prochain intervenant et entamer la discussion plus tard. J'aimerais présenter notre prochain orateur. C'est l'ancien Premier ministre Kjell Magne Bondevik, Premier ministre de Norvège. Il est membre du Parti chrétien-démocrate. Il était aussi leader de parti et il n'a pas commencé
en sciences politiques comme les autres, mais en théologie, parce que comme je pense que je le sais, son père était euh, évêque de l'Église en Norvège. Et puis donc sa carrière l'a amené 2 fois à la fonction de Premier ministre. Et il a beaucoup d'expérience. Et une expérience pas seulement personnelle, mais comme Yves Le Terme a dit, que la fonction de certains pays peuvent prendre. La Norvège est l'un des pays contributeurs dans le monde qui pourrait modérer le processus de paix et faciliter et donner des garanties, comme Yves Le Terme nous en a parlé. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans l'histoire, nous sommes d'accord que la division de la péninsule coréenne est une tragédie, premièrement pour le peuple coréen et la nation, mais aussi pour la région et pour la communauté internationale. C'est une partie qui reste du conflit entre le monde communiste et démocratique. Les buts ultimes pour la politique de la péninsule coréenne devraient être une réunification. Et c'est ce que les Coréens, ce qu'ils méritent. Nous avons l'expérience de la réunification des 2 États allemands et ce devrait être une inspiration malgré le fait que les conditions sont différentes en Corée. Le peuple au nord a aussi droit à la liberté, la démocratie, les droits humains. Et nous avons contribué à un rapport sur les droits humains en Corée du Nord et la conclusion est claire. Il y a 200 000 prisonniers politiques qui vivent dans des conditions difficiles. Il y a un manque de liberté de religion, d'assemblée et parfois il y a aussi un manque de nourriture et d'assistance humanitaire parce que le régime n'a pas permis aux organisations humanitaires d'avoir accès aux gens dans le besoin. Je m'intéresse à la question coréenne depuis 25 ans. Ça retourne dans les années 90 quand j'étais membre d'une délégation parlementaire qui a visité tant la Corée du Nord que la Corée du Sud et nous avons passé d'un monde à l'autre. C'était des conditions de vie totalement différentes et au Sud, j'ai appris à connaître Kim Dae-jung, qui est aussi venu en Norvège pour recevoir le prix Nobel de la paix. Et je lui ai rendu visite en Corée du Sud à différentes occasions. Et je me souviens particulièrement quand j'étais là en l'an 2000 et que j'ai participé à la première réunification de familles entre 50 personnes du Nord qui rencontraient leur famille au Sud et ils ne s'étaient pas vus depuis 50 ans. Et ça, c'était vraiment un moment émouvant. En tant que Premier ministre, j'ai aussi visité la Corée du Sud et je suis montée à la frontière avec le Nord. La question se pose, comment pouvons-nous affronter le défi du Nord? Je ne pense pas que la rhétorique et la pression sur le régime est la manière d'avancer. J'ai peur que la Corée du Nord s'isolerait encore plus.
Je crois que nous devons apprendre la politique Sunshine de Kim Dae-jung qui a parlé de dialogue et de contact comme une manière d'établir une meilleure compréhension et de réchauffer les relations plutôt que de les geler. Et Kim Dae-jung a accompli quelques résultats, souvenons-nous-en. Il a réussi à ouvrir une route et le rail entre le nord et le sud et un accès vers un endroit touristique du nord à partir du sud. Et c'est là où d'énormes investissements se sont faits de la part de la Corée du Sud. Et finalement, ils ont justement organisé ces événements de réunification de familles dont je viens de parler. Une autre approche est les pourparlers à six qui se focalisent sur la question nucléaire. Mais nous savons qu'il n'y a pas de résultats positifs à ces efforts jusqu'à présent et l'Europe n'a pas été inclue dans cette initiative. Récemment, nous avons entendu, nous avons vu le président Trump qui a rencontré Kim Jong-un, mais il semblerait qu'il n'y ait pas eu de préparation assez pour parler et qu'il n'y a pas non plus eu de résultats substantiels. Donc, nous savons qu'il faut de nouvelles initiatives. Nous ne savons pas encore ce que le président Biden pense de la Corée et dans quelle mesure il va prioriser cette question. Donc la question, c'est que peut faire l'Union européenne? Peut-elle prendre des initiatives? L'Europe n'a rien à perdre, d'autant plus que la Corée aura confiance en l'Europe. L'Europe devrait, si elle prend l'initiative, il faut avoir une réelle compréhension des pays pour parler à six, puisque tous ces pays sont importants pour le développement de la péninsule coréenne. J'aimerais parler d'une approche possible. Nous devons être créatifs pour trouver de nouvelles approches et peut-être pouvons-nous apprendre des leçons du passé parce que nous pourrions penser à une conférence ASEAN inspirée par le processus d'Helsinki en Europe. Nous savons que le processus d'Helsinki, basé sur la déclaration d'Helsinki, a été un moyen de rencontrer entre les pays de l'Europe de l'Est et de l'Ouest avant la chute du mur de Berlin. C'était un moyen de rencontre et il y avait des possibilités de coopération économique, de la coopération sécuritaire et des droits humains. Et ce sont des points tous importants pour la péninsule coréenne. Nous savons d'expérience que la mentalité nord-coréenne est difficile à comprendre pour les Européens et peut-être même pour les Asiatiques. Nous devons travailler avec la perception que nous avons et travailler pour un dialogue. Elle est plus fermée au monde extérieur, mais il y a des ouvertures comme du bambou et avoir accès à cet autre pays. Dans le processus d'Helsinki, on pourrait être d'accord de développer l'économie nord-coréenne et dans une perspective plus large, guider le chemin vers une communauté plus large. Nous pourrions considérer ce genre d'approche du point de vue de l'Union européenne et avoir le but final de la réunification. Merci beaucoup. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter après les orateurs
parce que j'ai une rencontre avec mon parti politique en Norvège, mais je suis heureux d'avoir pu participer jusqu'à présent. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez été parmi nous et je vous remercie pour votre contribution qui nous a donné pas seulement une vision générale de votre expérience personnelle avec les deux Corées, mais aussi vous avez fait une proposition claire de, de commencer un processus d'Helsinki en Asie avec ces trois parties. Et j'espère que nous pourrons euh, vous inclure dans la discussion un peu plus tard. Et notre prochaine intervenante sera Madame Dr. Karin Knassel. Elle est née en 1965 à Vienne et elle a une carrière très intéressante. Elle a commencé à différents endroits, d'une part à Vienne, à l'Université de Vienne, mais aussi à l'Université hébraïque de Jérusalem, parce que son père travaillait en Jordanie comme pilote pour pour le roi de Jordanie. Et elle n'y a pas seulement étudié, elle a aussi continué ses études à l'École nationale d'administration qui est soutenue par le président français en France. Et peut-être elle a aussi étudié à l'université de Georgetown à Washington. Elle est devenue diplomate, journaliste et elle est devenue la ministre des Affaires étrangères d'Autriche entre 2017 à 2019. Elle est de nouveau dans le journalisme et nous attendons ses perspectives sur la question de la Corée du Nord et du Sud et la réunification possible. Merci beaucoup, Dr. Fasselabend, pour ces paroles d'introduction et mes remerciements à Mark Brown et toute l'équipe qui ont préparé cette rencontre. Et je suis fière et heureuse de faire partie de ce débat aujourd'hui. Quand j'ai vu le titre, j'ai apprécié le fait que ce soit mentionné Europe et non pas l'Union européenne. Et nous avons nous avons entendu déjà des discours intéressants et nous avons des représentants donc au-delà de l'Union européenne. Et j'aimerais prendre une approche bilatérale. Comment l'Union européenne peut s'investir et j'aimerais parler de la politique des affaires étrangères de l'Union européenne, comment elle peut agir, et de l'autre côté, de voir d'autres États européens, comment eux pourraient s'impliquer, et particulièrement du Royaume-Uni, un ancien État membre de l'Union européenne. Donc, je commencerai par la question comment l'Union européenne pourrait s'engager. J'aimerais parler de, du GPCOE qui est donc en français c'est PAGC, c'est le plan d'action global commun qui parle du désarmement nucléaire iranien et du plan d'action conjoint. Ça a commencé entre 2003 et 2005. Il y avait encore des initiatives prises pour ramener l'Iran à une solution pacifique, mais ce PAGC a gagné
l'intérêt lorsque pourparlers se sont faits entre les États-Unis et l'Iran. Et ils ont été, c'est le sultan d'Oman qui a été médiateur et le premier ministre de l'Oman qui ont joué un rôle important pour que les négociateurs des États-Unis et de l'Iran se réunissent. Et ça a commencé en automne 2012 parce que à ce moment-là, on avait encore le président Ahmadinejad et ce n'était pas encore le président actuel en Iran. Et donc, il y avait une ouverture des États-Unis pour parler à l'Iran à ce moment-là. Et ce mouvement a gagné en importance avec les accords de Genève en 2013 et en juillet 2015, lorsque l'accord a été signé à Vienne, l'Union européenne était très fière d'avoir eu cette histoire, ce succès qui a couronné les efforts de la diplomatie et des affaires étrangères européennes. Et quand on regarde ça comme un cas ou un exemple, c'est le seul où la politique étrangère et la diplomatie de l'Union européenne a pu accomplir un fait substantiel. Donc aussi avec l'Allemagne a aussi joué un rôle spécial, mais l'Union européenne avec des représentants de haut niveau. Et j'ai élaboré sur ce PAGC parce qu'il était piloté par la Corée du Nord et quand les États-Unis ont décidé de sortir en 2018, en mai 2018, et c'était l'une des promesses que Donald Trump avait faites, et c'est en mai 2018 qu'ils se sont retirés, les États-Unis, de ce PAGC. Et la réaction en Corée a été, on ne peut pas leur faire confiance. On a des rencontres avec Trump et avec Kim Jong-un. Et ça a aussi été dit par Yves Le Terme, mais finalement, il n'y a pas eu d'accompagnement, de mesures accompagnées. Donc maintenant que nous avons une fois de plus un nouveau départ avec l'administration Biden, je dirais qu'il y a une détermination de remettre en action ce plan global d'action ce plan d'action global commun. Et la question sera comment est-ce qu'on voit que les États-Unis retournent au PAGC comme avant ou est-ce qu'ils veulent renégocier parce que la pierre d'achoppement pour beaucoup dans le Moyen-Orient, par exemple pour Israël et l'Égypte, les États du Golfe, ils ont dit qu'ils n'aimaient pas le PAGC parce que ça ne couvre pas tout. Et ça n'a jamais été dans l'agenda au moment de la négociation. Il ne s'agissait que du programme nucléaire. Donc, quoi qu'il arrive à ce PAGC, ça doit être une pierre d'angle pour voir comment les Coréens du Nord pourront agir. Et quand il s'agit de voir l'Europe comme à à plus large échelle, nous avons la Suisse, nous avons la Russie. Ils ont un réseau diplomatique bien plus large parce que il faut savoir qui fait quoi, quelle est l'atmosphère générale, quels développements peuvent être mis en marche. Et plusieurs pays de l'Union européenne n'ont pas de relation avec Pyongyang en particulier. Il faut aussi considérer euh, qu'il faut agir à ce niveau. Et quant à l'Europe et l'Union européenne,
puisqu'il faut qu'il y ait une synergie entre les deux. Nous avons un rôle à jouer parce que différents pays dans la région, et je ne parle pas seulement de la péninsule coréenne, ils sont confrontés entre le choix pour la Chine ou pour les États-Unis. Et l'Union européenne ou d'autres pays pourraient trouver une troisième alternative. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé. C'est une question d'actualité puisque ce PAGC, ce dialogue, a recommencé à Vienne après la fin de l'administration Trump. Et cette question de dénucléarisation sera une question décisive. Il n'y a pas de solution sans que cette question soit traitée. Vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas seulement important pour la Chine, la Russie comme voisin immédiat, mais aussi pour le Japon. Et ça va aussi avoir un impact pour d'autres situation. Et maintenant, je vais passer au prochain intervenant qui est Dr. Alexander Zebin. Il est né en 1948, non pas en Russie, mais à Budapest, en relation avec la Deuxième Guerre mondiale, mais il a passé la plupart de son temps, pas seulement en Russie, mais aussi dans d'autres pays, par exemple 12 ans en Corée du Nord. Donc, il a énormément d'expérience personnelle, probablement plus que tous les autres Européens qui s'occupent de questions européennes. Et maintenant, il travaille dans le centre d'Institut d'études extrême-orientales au centre de l'Académie des sciences de la Russie à Moscou. Vous avez la parole. Merci. Et merci aussi à la Fédération pour la paix universelle de m'avoir invité à ce séminaire qui peut ouvrir de nouvelles directions pour revitaliser la politique étrangère de l'Europe en Asie. Une expérience de plus de 70 ans dans les relations avec la Corée pour obtenir la réunification de la Corée peut seulement être atteinte par une coexistence pacifique. La coopération peut jouer un rôle dans cette période. Lors du récent congrès du parti au pouvoir, Kim Jong-un a indiqué qu'il comprenait la gravité de la situation et l'urgence de répondre aux besoins quotidiens de son peuple. Cette évolution offre à la communauté internationale une nouvelle chance d'engager la RPDC dans une voie mutuellement acceptable et bénéfique. L'Europe peut jouer un rôle significatif. Les Européens devraient garder l'esprit à cause de circonstances psychologiques et historiques que pour la Corée du Nord, c'est plus simple de communiquer avec les puissances moyennes de l'Europe qu'avec les États-Unis. Dans des projets économiques, l'Europe peut convaincre Pyongyang que la communauté internationale veut une intégration et un ordre économique et un changement de régime. Et c'est pourquoi la Russie n'est pas d'accord avec les mesures proposées pour la Corée du Nord et la
jusqu'à ce que la question nucléaire soit résolue. Ces projets sont importants parce que cette réalisation ouvrira de nouvelles occasions des affaires en Asie du Nord-Est, mais résoudra aussi des problèmes de paix et de sécurité dans cette région. Et l'administration Biden euh, euh, va probablement faire des concessions dans ce domaine. Il est important de passer à des points pratiques pour établir la confiance dans ces actions. Les Européens, il a été proposé toutes sortes de plans d'action et des projets multilatéraux et internationaux sur la péninsule coréenne. Des livres ont été écrits par un écrivain à Madrid et des solutions pour les problèmes et la réunification de la Corée. On suggère que l'Union européenne rétablisse un dialogue avec la Corée du Nord aussi vite que possible. Et cela permettrait d'améliorer le niveau de confiance entre les deux acteurs, ce qui aurait des effets positifs. Et deuxièmement, il faut persuader les États-Unis, la Corée du Sud et la Corée du Nord qu'un dialogue est le seul moyen acceptable pour résoudre le problème nucléaire et parvenir à la réunification. Encourager et soutenir le dialogue par le biais de déclarations conjointes des dirigeants de l'Union européenne et soutenir l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies pour une résolution pertinente. Partager la vaste expérience de l'Union européenne dans l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de confiance et fournir de bons services dans ce domaine aux deux Corées. L'accord sur la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom dans le domaine militaire adopté lors du sommet Nord-Sud en septembre 2018 contient certaines mesures proposées par les experts européens du CIPRI, dont moi-même dès 2006. Ce développement prouve que c'est possible d'avoir certaines mesures de confiance européenne à la situation coréenne. Quatrièmement, soutenir la levée partielle et l'assouplissement des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies à l'encontre de la RPDC en fonction des progrès de la dénucléarisation. Il est grand temps que l'Union européenne reconnaisse que la dénucléarisation de la péninsule coréenne doit être réalisée selon le principe de l'action simultanée, étape par étape, en commençant par ce que nous pouvons faire en premier et en donnant la priorité à l'établissement de la confiance. Et cinquièmement, c'est nécessaire d'explorer et de développer les domaines non sanctionnés de la coopération bilatérale et multilatérale avec la Corée du Nord, notamment l'aide humanitaire, le renforcement des capacités, la formation technique du personnel nord-coréen dans divers domaines. Les projets communs initiés ensemble par le Nord et le Sud devraient bénéficier du soutien financier et technique des institutions européennes. En principe, la Corée pourvoit donc la politique européenne avec l'Asie du Nord-Est. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Dr. Gebin, et pour le rôle positif que vous voyez pour les États européens
pour des pays moins grands, des pays de moyenne taille, du moment que la Corée est entourée de grandes puissances. Merci beaucoup pour vos propositions et pour mettre en évidence l'importance de la confiance mutuelle, qui est vraiment l'une des conditions les plus importantes pour surmonter le problème. Nous sommes maintenant, nous allons avoir un échange entre les orateurs, environ 12 minutes. Et je poserai deux questions aux orateurs et j'aimerais des réponses. Et les deux questions sont, nous avons une rivalité systémique entre deux systèmes opposés au nord et au sud. Comment pensez-vous que on peut surmonter cette situation d'économie, de société? Comment on peut surmonter ce fossé? Deuxièmement, qu'est-ce qui peut être fait pour amener la Corée hors de cette tension entre les grandes puissances mondiales? Et il faut être conscient que dans les années à venir, il y aura peut-être encore plus de tensions entre la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce qui peut être entrepris dans ce genre de situation pour avoir des progrès dans cette situation? Voici mes deux questions et je donne la parole au premier des deux intervenants qui veulent répondre à ma question. Qui est le premier? Je vois déjà Yves Leterme. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez commencer. Merci beaucoup pour cette question et je vais être très bref et répondre avec des exemples de ce qui pourrait être entrepris. La première question, c'est important de saisir toute occasion pour établir plus de confiance et en ayant plus de rencontres entre gens. En 2015, quand je présidais IDEA à Stockholm, à un moment donné, Madame Wallström, qui était Premier ministre, elle a demandé de faire intervenir l'État de la Suède pour donner des possibilités et d'avoir des séminaires, des expériences, des activités dans lesquelles les gens pourraient faire l'expérience de la société occidentale. Et il y avait environ 8 à 10 jeunes femmes du Parti communiste nord-coréen. C'était une toute petite occasion d'amener un petit peu d'échange et d'expérience pour des citoyens nord-coréens pour voir comment le monde est hors de la Corée du Nord. Et je pense qu'il faut saisir ce genre d'occasion. Et c'est comme une bonne volonté qui peut être faite par Pyongyang de donner ce genre d'occasion, de rencontre et d'établir plus de confiance. En 2017, j'ai eu des conversations avec l'ambassadeur nord-coréen à Stockholm et c'était un moyen d'arriver à ce genre d'initiative. Et la deuxième question qui se réfère à l'intégration européenne, je crois que des projets économiques conjoints, sitôt que les situations politiques le permettent, et surtout entre Séoul et Pyongyang dans le domaine de ce qui a été fait dans la dernière décennie.
pas à pas, établir une coopération concrète qui rendra les choses plus possibles dans le futur. C'est très bref. Et il n'y a pas suffisamment de nuances, mais en fonction du temps, ce sont quelques pensées en réaction à vos questions. Merci beaucoup. Et en même temps, que votre main a été levée, la main du Premier ministre Bondevik. Merci pour vos deux questions qui vont vraiment au centre du défi. Bien sûr que c'est un défi d'avoir deux systèmes politiques différents entre le Nord et le Sud. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a une volonté forte entre des personnes de la même origine de se rassembler, de se réunir, parce que c'est la même nation, et même si ce sont deux États différents. Nous avons fait l'expérience en Allemagne. L'Allemagne de l'Est et de l'Ouest avaient aussi des systèmes politiques très différents et pourtant ils ont réussi à se réunir. Et je pense que c'est encore un plus grand défi de réunir l'État, les deux États de Corée, mais nous avons l'expérience que c'est possible d'établir un pont à deux systèmes différents si les gens des deux côtés en ont la volonté. Et ce n'est pas quelque chose qui va aller rapidement, ça va prendre du temps. Et je crois qu'une approche comme le processus d'Helsinki qui s'est produit durant une période de temps, c'est une approche possible. Et il y a des tensions entre les grandes puissances par rapport à la Corée, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon. Mais je crois justement que l'Europe, pour cette raison, peut jouer un rôle parce que nous sommes des pays qui ont réussi à établir des ponts et surtout les nations qui ont des liens avec la Corée et les grandes puissances ont besoin d'une base pour coopérer. Les tensions sont élevées, particulièrement entre les États-Unis et la Chine et les États-Unis et la Russie, mais ces pays veulent trouver des moyens de coopérer et la question coréenne pourrait être justement un de ces moyens de coopérer. Merci beaucoup pour vos propositions et vos déclarations. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait répondre à ces questions, Dr. Knessel? Merci beaucoup de me donner la parole et merci pour ces deux questions. Personnellement, j'ai seulement voyagé en Corée du Sud et je me souviens que c'était après la réunification de l'Allemagne et ce débat et de ce qui a fonctionné et qui n'a pas fonctionné. Et ce débat a été réfléchi dans les années 90 et 2000 lorsque je suis allée en Corée et ils ont regardé ce débat avec une certaine distance. Donc, je n'ai aucune idée de l'atmosphère et des attentes de la Corée du Nord. Et donc, c'est difficile pour moi d'aller dans cette question pratique, comment faire en sorte que cette rivalité puisse être surmontée, mais peut-être qu'il y avait un moment spécial dans les années 90. Et juste maintenant, tandis que nous nous approchons d'un monde multipolaire, ça risque d'être plus difficile et les options pour
cette rivalité systémique est un peu différente. Ce n'est plus seulement capitaliste envers socialiste, ça va beaucoup plus loin. Et je suis d'accord avec le fait qu'il faut autant de rencontres humaines que possible. Nous nous souvenons des intervalles pendant lesquels les gens pouvaient se rencontrer et il faut que ce soit possible pendant que les gens sont encore en vie. Ce n'est pas la peine de faire des rencontres entre les gens de famille dans 5 ou 6 ans lorsqu'ils la plupart auront disparu. Ce qui a été entrepris il y a 10 à 15 ans doit être repris rapidement pour que la péninsule coréenne soit hors des tensions mondiales. J'ai beaucoup aimé ce que le Premier ministre Bondevik a dit. Il y a des thèmes dans lesquels les États européens et la Russie et d'autres capitales peuvent coopérer. Et la question coréenne, c'est justement un des thèmes qui pourrait être un pas à entreprendre au lieu de laisser ça à la Chine, à l'agenda de la Chine, mais vraiment de l'amener un agenda pour coopérer. Et j'aimerais réitérer euh, euh, le, la diplomatie efficace qu'on a dans les deux capitales, Pyongyang et Séoul, et beaucoup de capitales ont, peut-être pas autant que la Russie, pourraient profiter d'une connaissance interne et de pouvoir interpréter les choses plus clairement. Et Dr. Jebin a parlé du dialogue et c'est clair qu'il faut rétablir ça. J'ai eu un dialogue avec un ambassadeur de la Corée du Nord à Vienne quand j'étais ministre. C'était sur la demande d'une puissance occidentale de parler et de voir comment les choses se produisaient. C'était clair de la part de cette personne. C'était un ambassadeur qu'il était depuis 25 ans et il a dit, nous n'avons pas la confiance. C'est ce que Dr. Jebin a dit. Et cette absence de confiance, ça a été encore accéléré lorsque les États-Unis se sont retirés de la Convention. Et donc, il faut des garanties pour les accords et prendre cela comme référence pour des accords avec les Corées, que ce soit la question de la dénucléarisation ou d'autres, et nous devons rétablir la crédibilité. Merci beaucoup. Et Dr. Sipi, merci. Par rapport à la première question de la confiance entre le Nord et le Sud, je crois que nous devrions, nous devrions avoir la mise en œuvre de beaucoup d'accords qui ont été faits entre les deux pays. Déjà en 1991, il y a eu plusieurs accords de coopération. Il y a eu 5 sommets entre la Corée du Nord et du Sud. Il y a eu plusieurs déclarations entre les premiers ministres qui ont fait des plans énormes pour la coopération intercoréenne. Mais malheureusement, quand le gouvernement libéral comme Kim Tae-jong et ensuite il y a un autre gouvernement qui vient comme Park Geun-hye et d'autres qui ont une attitude plus dure contre la Corée du Nord. Donc notre message pour la Corée du Nord et du Sud
utiliser les accords existants entre la Corée du Nord et du Sud et essayer au moins d'accomplir une partie de ces accords qui, qui ont été conclus entre les deux Corées pendant ces 30 années qui viennent de se passer. Et la deuxième question, euh, j'ai l'impression que les Coréens du Nord ne prennent pas parti avec les grandes puissances. Donc, notre, notre initiative devrait être non pas que la Corée du Nord doit prendre parti, la Corée du Sud a l'impression de devoir prendre position soit pour la Chine, soit pour les États-Unis. Donc, il ne faut pas prendre des partis. Notre message ici ne devrait pas de voir le problème entre Séoul et Pyongyang, mais entre Washington et Beijing. Merci beaucoup pour cette contribution et je remercie les orateurs pour cette discussion et je vais donner la parole maintenant pour les questions des participants à ce webinaire. Et avant de faire ça, j'aimerais remercier particulièrement le Premier ministre Pandevik qui va devoir quitter cette session dans quelques minutes puisqu'il doit aller à une conférence du parti, de son parti en Norvège. Et il a de très forts liens historiques avec son parti que nous pouvons très bien comprendre. Je vous remercie, Premier ministre Van de Beek, pour votre contribution. Ça a été un plaisir. Et je remercie aussi les autres orateurs. Et c'était un plaisir politique et intellectuel de suivre euh, euh, vos avis. Et c'était vraiment une occasion très importante pour la question non pas seulement politique, mais intellectuelle. Et je vais donner la parole à David Fraser Harris, qui va modérer les questions des participants. Il est écossais, il travaille depuis longtemps au Moyen-Orient. Il était responsable dans la FPU pour les dialogues interconfessionnels. Il était à Rome. Il a passé beaucoup de temps aussi à Damas, où il a été responsable du Moyen-Orient. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Dr. Faslaben. C'est un honneur d'être dans ce même panel avec vous après beaucoup d'autres expériences pareilles. Donc, merci à nos orateurs distingués. Quand vous avez bien mangé, vous ne voulez probablement pas plus de nourriture, mais nous avons encore beaucoup plus de questions et j'espère que certains d'entre vous êtes prêts. Des questions que je vois ne sont pas dirigées à des orateurs, donc je vais les demander et je vais vous demander d'intervenir quand vous en avez l'impression. La première question vient de Dr. Begley, un orateur du panel précédent, et il fait la suggestion, est-ce que nous pourrions penser à une équipe de facilitateurs neutres comme la Norvège ou la Suisse et d'autres, par exemple la Mongolie et le Vietnam. C'est une proposition qui vous est lancée donc d'une équipe de facilitateurs de pays neutres. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet ou est-ce trop général? Je crois que
dans la phase initiale ne peut être faite que de manière bilatérale avec les États-Unis et la Corée du Nord parce que la Corée du Nord est a peur et il ne peut y avoir de progrès bilatéral dans la négociation bilatérale, mais il peut y avoir une coopération économique et humanitaire et, et basée sur ça, les puissances moyennes en Asie et en Europe peuvent contribuer à ce processus. À ce processus. C'est ma réponse. Merci beaucoup. Distinguer entre un État militaire et l'occasion d'avoir des relations multilatérales. J'aimerais continuer avec une question qui doit être demandée, qui doit être posée. Le Premier ministre de Norvège a proposé un processus d'Helsinki. Est-ce que les autres orateurs aimeraient en parler? Peut-être, Dr. Kneissel? Oui, merci beaucoup. J'ai écouté attentivement, étant moyenne éprise de ce processus que j'ai suivi en tant qu'étudiante et de diplomate. Je suis souvent retournée à ce concept. Il y a des efforts dans les années 90 pour étendre ce processus au Moyen-Orient. Comme vous le savez, puisque vous y avez travaillé, c'était au début des années 90, surtout poussé par l'Italie, et de voir ce processus commun, processus diplomatique plus large au Moyen-Orient, en Méditerranée, dans les relations nord-sud. Parfois, il y avait encore une suggestion de l'amener dans les États subsahariens, mais quand vous regardez ce processus avec tous les succès et les problèmes, ce processus ne peut pas être étendu à tous les autres endroits de conflit. C'était vraiment deux blocs militaires sur un continent, c'était spécial. C'était neutre et non aligné. Si ces États n'avaient pas été là, et qu'ils n'avaient pas eu de petits pas diplomatiques par des pays neutres et non alignés, ça n'aurait peut-être jamais réussi en 1975 à Helsinki. Et il y avait aussi une très grande opposition de la part des États-Unis. Il y avait une énorme diaspora qui trouvait que ce n'était pas adéquat. Président Ford avait pu surmonter le problème et il a joué un très grand rôle. Et en 1989, ça a produit des résultats, mais je ne vois pas que ce processus en Asie pourrait être copié. Dans ce cas, il ne faudrait jamais pousser les analogies trop loin. Je pense que la péninsule coréenne mérite d'être traitée de manière spécifique. Dr. Zebin a déjà parlé de tous ces accords qui ont été conclus. Et il faut travailler sur quelque chose qui existe. Et donc, je doute que ce processus d'Helsinki puisse être viable en Asie. Le docteur Jebin veut encore ajouter quelque chose. Premièrement, il y a des différences entre l'Asie du Nord-Est et l'Europe. Il n'y a
pas de frontières qui soient reconnues mutuellement. En Europe, le processus d'Helsinki a été possible parce que les pays reconnaissaient les frontières mutuelles. Mais en Asie du Nord-Est, il y a beaucoup de disputes territoriales, même entre les alliés, comme par exemple la Corée du Sud et le Japon, entre la Corée du Sud et entre la Corée du Sud, entre la Chine et le Japon. Et la Corée du Sud, la constitution de la Corée du Sud contient aussi des éléments qui ne sont pas reconnus mutuellement. Donc le problème de tout ce processus qui soit semblable à celui de Helsinki n'est pas possible. Et nous devrions commencer avec la normalisation de négociations bilatérales entre les deux États. Pour le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Le Terme, il y a une question. Je vais la lire telle quelle. Qu'est-ce que le Premier ministre pense des relations entre la Corée du Sud et le Japon? Est-ce possible, en pensant au problème d'Octo? Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, c'est une île. C'est une île entre la péninsule coréenne et le Japon. Que justement le Japon et la Corée du Sud et la Corée du Nord veulent avoir. Et c'est justement un de ces problèmes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pour cette question, ils ont la même position par rapport au Japon. Je ne peux répondre qu'à une question si j'ai une compréhension. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à cette question parce que je n'ai pas de point de vue particulier. Je peux dire que quand j'étais président de l'Union européenne, notre plus grand résultat, ça a été de finaliser le traité compréhensible avec la Corée et que pendant ces pourparlers, nous avons essayé non pas d'attirer l'attention de nos partenaires de négociation au problème d'améliorer les relations dans toute la région, particulièrement entre la Corée et le Japon. Et évidemment, c'est une question dans laquelle l'Europe pourrait jouer un rôle. Mais je n'ai pas de réponse par rapport à cette île. Merci beaucoup. Comme vous voyez, nous avons un panel très distingué et d'autres orateurs ont intervenu directement. J'aimerais poser une autre question qui vient de la Russie, qui est adressée à quelqu'un dans l'Union européenne. Valentina Slepstov, elle demande qu'est-ce que l'Union européenne attend de la Russie par rapport à la réunification de la péninsule coréenne. Donc, qu'est-ce que l'Union européenne attend de la Russie? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Je vais essayer. Ça fait 2 ans que je suis hors des rencontres et la Corée du Sud a été un point de discussion, mais malheureusement, nous sommes plus pris par une absence de relation avec la Russie que ça devrait.
Mais comme ça a été mentionné avant, et j'ai beaucoup aimé cette idée, de travailler ensemble sur la question de la péninsule coréenne ouvrirait des portes à la situation que nous avons actuellement entre l'Union européenne et la Fédération russe et entre certains États membres et la Fédération russe. Donc, ça serait vraiment une bonne occasion d'utiliser ce genre de thème. Ça serait différent pour parler sur l'énergie, l'exportation. Donc, ça aurait du sens et on pourrait attendre. Il faudrait utiliser l'expertise. Il y a une expertise différente pour des raisons historiques, parce qu'il y a une présence diplomatique sur la péninsule coréenne de la part de la Russie. On pourrait utiliser les idées. Thank you. I'm trying to see which one would work next. Je vais voir quelle pourrait être la question suivante. Ce G7 qui se produira en juin, est-ce qu'il y a une possibilité de parler de la réunification de la Corée à cette rencontre G7? Hein? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Yes. Récemment, le G7 a adopté une déclaration et condamnation de la question nucléaire en Corée du Nord. Mais c'est une déclaration de routine et c'est clair qu'elle peut soutenir la réunification. Jusqu'à présent, c'était une condamnation, mais nous devrions encourager les essais de la Corée du Nord et du Sud de se rapprocher et de trouver un moyen de se réconcilier. J'étais surpris que l'Union européenne et d'autres pays que la question nucléaire et les contradictions entre le Nord et le Sud ont été mises en avant, mais lorsque il y a eu des rencontres entre la Corée du Nord et du Sud en 2019, il n'y a eu aucune déclaration comme l'Union européenne ou d'autres qui ont soutenu cette tendance positive dans les relations Nord-Sud. Et c'est vraiment ce qui mérite. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont besoin de soutien de la communauté internationale qui pourrait mener à une meilleure coopération et un dialogue pacifique. Et c'est ce qui se produit en 2018. Maintenant, j'arrive à la fin du temps qui m'a été imparti et j'ai fait de mon mieux pour vous représenter et toutes les personnes qui ont posé des questions. Et merci encore à tous les orateurs d'y avoir répondu. Et je passe la parole au modérateur pour conclure notre session. Merci de me passer la modération. Je veux aussi vous demander de nous excuser car beaucoup de questions sont encore ouvertes et des personnes intéressées. Et cela m'amène au point que, bien sûr, nous devons continuer cette discussion. Parce que ce que j'ai pu en ressortir, c'est que ce n'est pas seulement intéressant, mais que c'est encore très important, non pas seulement pour la Corée, mais aussi pour les relations entre les grandes puissances. Et ça ne devrait pas être la fin des discussions. Et maintenant, j'aimerais
remercier l'organisateur Mark Brand et lui donner l'occasion de dire quelques mots. J'ai le privilège de connaître Mark Brand depuis plusieurs années. C'est un avocat britannique et on peut lui faire confiance. Il ne travaille pas seulement dans des équipes fameuses, mais il a aussi ouvert son propre business et il est devenu le secrétaire général de la FPU en Europe et au Moyen-Orient pendant de nombreuses années. Et maintenant, il est le vice-président du PF pour l'Europe et le Moyen-Orient. Merci beaucoup, Dr. Faslabend. D'abord, je vous remercie beaucoup à nos éminents orateurs ce matin pour toute la sagesse et les idées qu'ils nous ont fournies sur ce sujet important. Et merci, Dr. Faslabend, pour votre modération très compétente. Mon point de vue essentiel, après avoir écouté toutes ces présentations, c'est qu'il existe de nombreuses suggestions que nous devrions suivre pour d'autres webinaires. Donc, l'idée qui ne peuvent pas seulement rester dans l'esprit des gens, mais mener à des actions dans le futur. Du point de vue de la FPU, l'importance d'une réunification pacifique de la péninsule coréenne ne peut pas être surestimée. C'est pourquoi la FPU et ses organisations affiliées ont investi massivement en Corée du Nord au cours des 40 dernières années et dans des grands bâtiments comme le premier hôtel de Pyongyang, l'hôtel Potongan, pour donner à la Corée du Nord son industrie automobile dans les échanges culturels et sportifs et bien d'autres choses encore. Sun Myung-moon et Madame Moon sont les deux rares personnalités de renommée internationale à avoir visité le Nord et avoir rencontré Kim Il-sung en 1991. Une relation forte et durable a eu lieu entre les deux familles qui existent à ce jour, de sorte que la cofondatrice de la FPU, Dr. Ha Jae-moon, a une invitation permanente à visiter le Nord à tout moment et le fera dès que le gouvernement sud-coréen donnera sa bénédiction à une telle visite. En d'autres, la vision des fondateurs de la FPU d'un tunnel sous-marin entre le Japon et la Corée gagne rapidement du terrain, et particulièrement en Corée du Sud, et a récemment reçu le soutien du public du nouveau maire de Busan, où le tunnel atteindra le sol coréen. Donc, une fois construit, ce tunnel aidera à bien des égards à renforcer la coopération entre les deux Corées, le Japon et la Chine. La FPU, ce point de vue est basé sur le fait qu'au cours des 40 dernières années, il y a eu un changement fondamental entre la civilisation atlantique centrée sur les relations entre les États-Unis et l'Europe. Premièrement, le Royaume-Uni, qui a été la principale force motrice dans les affaires mondiales des dernières générations vers la civilisation de la bordure pacifique, centrée principalement sur l'Asie du Nord-Est, la Corée, le Japon et la Chine. Il est vital que, de notre point de vue, qu'en Europe, nous reconnaissions pleinement toutes les implications de ce changement fondamental et que nous nous déplacions pour embrasser et travailler avec. Ça devrait signifier de faire tout notre possible pour aider à promouvoir la paix dans cette région, y compris une union coopérative entre ces nations. Ces trois nations et d'autres nations centrées sur les valeurs démocratiques et le respect des droits humains. Bien sûr, de nombreuses suggestions qui viennent d'être faites par nos orateurs ce matin entrent dans cette catégorie et c'est un domaine dans lequel l'Europe a beaucoup à contribuer à l'Asie du Nord-Est. Nous devons nous rappeler que la Corée n'est pas une nation qui a une tradition démocratique établie de longue date. Ce n'est qu'au cours des 40 dernières années, guidés par les principes du christianisme protestant qui sont venus en Corée et de l'Europe via les États-Unis, qu'il a pleinement adopté un système démocratique. Il peut en être de même pour d'autres pays de la région. Je me réfère
dans la Corée du Nord et du Sud. Nous pouvons contribuer à bâtir la culture de l'Asie-Pacifique de cette manière et d'autres. Nous contribuerons également à assurer notre propre prospérité parce que le potentiel économique d'une Corée nouvellement réunie est vaste, tout comme, plus encore, celui d'une Asie du Nord-Est Pacifique. La mer du Japon deviendra le centre du commerce et de l'industrie mondiale. En bref, l'Europe a beaucoup à donner à l'Asie en aidant la réunification coréenne, ainsi que beaucoup à gagner. Et nous devrions nous assurer que nous sommes prêts à accepter les défis que cela impliquera. Et je crois que la contribution de nos orateurs dans ce webinaire aidera énormément dans ce domaine. Donc, merci beaucoup à tous nos orateurs et à vous, Dr. Fasselabend. Et je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour votre prise de position. Et maintenant, j'aimerais demander à tous nos orateurs de donner des remarques de conclusion avant de clôturer notre session. Et je commencerai avec Dr. Zebin pour ses remarques de conclusion. Merci beaucoup de m'inviter et de participer avec des politiciens si éminents. Et j'espère que l'Europe sera plus active, particulièrement en Corée, parce que, comme je l'ai dit, les Européens souvent sous-estiment leur position et leur rôle possible dans l'établissement d'une Corée unie. Et par mon expérience, je sais que la Corée est plus ouverte à l'Europe envers la Chine, qui est trop grande et trop puissante pour eux. Et que les Européens, qui depuis des décennies jouent un rôle positif à promouvoir l'économie nord-coréenne et la société nord-coréenne pour qu'elle devienne plus moderne et qu'elle s'intègre dans une réalité politico-économique et qu'elle puisse devenir un État normal. Donc, j'espère que les Européens vont élargir leur vision en Asie. Merci beaucoup, Dr. Zebin, pas seulement pour le contenu de votre contribution, mais aussi pour les manières constructives de le faire. Je pense que c'est très important parce que vous n'êtes pas venu de la politique, mais du domaine académique. Donc, merci beaucoup. Now, please, Karin Kneissel, if you follow. Maintenant, Karin Kneissel. En écoutant Dr. Zebin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux encore ajouter à tout ce qu'il a déjà dit de valeur? Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit par l'interprète des Nations Unies une fois que le langage coréen est connecté aux langues comme le finnois et le hongrois. Et on voit que les langues rendent le contact. Les gens ont migré et certains disent que dans le sud, on peut avoir une vie qui continue pendant les générations qui viennent. Et certains se sont arrêtés en Ouzbékistan et d'autres en Finlande. Et finalement, certains sont devenus nos voisins en Hongrie. Donc, cette connexion de langue altaïque, finnois, qui appartiennent à une langue. Et ça pourrait être une indication que oui, il y a un contact qui se produit sur toute l'Eurasie. Merci beaucoup pour cette contribution.
et pour la vision réaliste que vous avez amenée. Et c'était une vision spécifique. Et je crois que vous avez prouvé, c'est peut-être un préjugé, qui le sait. Et merci. Et maintenant, Yves Le Terme de nous donner ses remarques finales. En premier, d'abord, merci beaucoup pour la FPU de m'avoir permis de faire partie de ce webinaire qui était très intéressant et c'était une idée excellente d'attirer l'attention des Européens à l'unification de la péninsule coréenne. Et en tant que Belge et Européen, j'aimerais ajouter que la Corée du Sud, depuis 30 à 40 ans, c'est l'exemple le plus impressionnant dans le monde de développement économique et aussi de progrès social. Donc, cela devrait motiver et nous inspirer à ce que cet exemple fantastique progresse et que ça puisse être partagé avec les citoyens de la Corée du Nord dans l'esprit de liberté et d'observation des droits humains. C'est mon désir. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de faire partie et merci pour les recommandations du Dr Zebin, que l'Europe doit être plus attentionnée par rapport à cette question coréenne. Et j'espère pouvoir apporter cette recommandation aux personnes responsables en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution et aussi pour le côté créatif de votre proposition. Et maintenant, je veux juste dire une parole à ce panel fantastique. C'était un plaisir, pas seulement de la journée, mais de la semaine, de partager ce moment avec vous, de vous écouter. Et c'était une expérience pour tous, je le crois, d'entendre les propositions et d'entrer dans cette discussion sur l'un des problèmes les plus difficiles dans la politique mondiale. Nous devons être conscients que ça ne peut pas être résolu juste par des paroles. Il n'y a pas un essai qui va amener la solution, mais ce sera un processus permanent pendant un certain temps et ce dont nous avons besoin, c'est du réalisme d'un côté, mais aussi de vision et de la créativité. La créativité pour pouvoir établir la confiance et pour entamer des pas spécifiques pour amener les deux parties ensemble. Merci beaucoup. C'était une expérience d'écouter ces personnes extraordinaires de la politique et de l'académie et je vous remercie de la part de tous les auditeurs et je me réjouis d'une prochaine occasion. Merci à toute la FPU, particulièrement à Mark Brennan. J'imagine qu'il va dormir mieux cette nuit que la nuit passée. Et bon week-end et on se reverra bientôt.